Bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, les autorités danoises annoncent suspendre partiellement l'aide de leur pays au développement du Mali. Cette annonce intervient après le départ des troupes militaires danoises du Mali. L'annonce a été faite par le ministre danois du développement et elle concerne également le Burkina Faso pour donner suite au coup d'État militaire du mois dernier. Et puis en Libye, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui se trouve être l'ancien ministre de l'Intérieur est mal accueilli par une frange de la population. Les manifestants réunis vendredi à Tripoli demandent la dissolution du Parlement siégeant à Tobroug, c'est dans l'est du pays, qui a d'ailleurs nommé ce Premier ministre. Et puis au Canada, la Cour supérieure de la province d'Ontario a ordonné vendredi le départ des manifestants anti-mesures sanitaires Covid qui paralysent depuis plusieurs jours le pays. Dans le même temps, un mouvement similaire arrive à Paris où des centaines de véhicules ont paralysé la ville ce samedi. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Les autorités danoises annoncent suspendre partiellement l'aide de leur pays au développement du Mali. Cette annonce intervient après le départ des troupes militaires danoises du Mali. L'annonce a été faite par le ministre danois du développement. Elle concerne également le Burkina Faso suite au coup d'État militaire du mois dernier. Après le départ contraint de ses soldats, le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali. La décision est actée par le ministre danois du développement Flemming Møller Mortensen et s'applique également au Burkina Faso suite au coup d'État militaire du mois dernier. Dans une interview, le ministre danois a précisé que son pays continuerait à soutenir les projets humanitaires et la société civile, mais que la coopération avec le gouvernement de transition fait l'objet d'une nouvelle réflexion avec l'ONU et l'Union européenne. Pour rappel, fin janvier, les autorités maliennes avaient exigé le départ d'une centaine de soldats danois déployés dans le cadre de la force antiterroriste Takuba. Selon Bamako, leur présence n'avait pas fait l'objet du consentement des autorités maliennes. Dénonçant un jeu politique sale du régime, le Danemark avait annoncé leur rapatriement après 2 jours de bras de fer. Le Mali est un des pays prioritaires de l'aide au développement du Danemark qui consacre plus de 0,7% de son PIB à l'aide internationale. Depuis le 9 janvier, le pays sahélien est soumis à d'importantes sanctions de la CEDEAO et l'UMOA, sous fond de tension avec la France, son allié européen, accusé de vouloir diviser le Mali. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, était en visite en Afrique du Sud où il a salué les efforts sud-africains dans la lutte contre la Covid-19, notamment la production de vaccins qui pourraient conduire le continent, selon les propos du patron de l'OMS, à l'autosuffisance en matière de production du vaccin contre la pandémie. En visite au Cap, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, a salué les efforts de production de vaccins en Afrique du Sud. Selon lui, ces efforts sont essentiels pour aider le continent africain à devenir plus autosuffisant en matière d'inoculation pour combattre la Covid-19. Ce triomphe scientifique a été entaché par de vastes inégalités d'accès. Plus de la moitié de la population mondiale est désormais entièrement vaccinée. Et pourtant, 84% de la population africaine n'a pas encore reçu une seule dose. Cette inégalité est due en grande partie au fait qu'à l'échelle mondiale, la production de vaccins est concentrée dans quelques pays, pour la plupart à revenus élevés. Durant son séjour, le directeur général de l'organisation a visité 3 installations de recherche vaccinale. Les essais cliniques du vaccin candidat mis au point par le laboratoire Afrigen devraient débuter en 2022. Les essais cliniques commenceront au premier trimestre de cette année. L'approbation est prévue en 2024. Concernant les autres pays, ils devraient être en mesure de recevoir l'approbation peu de temps après. Le laboratoire Afrigen bénéficie du soutien de l'OMS et de plusieurs autres partenaires dont la France et la Belgique. L'initiative qui tente de reproduire le vaccin Moderna est également soutenue par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies.
La situation sécuritaire au Bénin fait la une de l'actualité africaine. 3 attaques à la bombe artisanale ont fait au moins 9 morts et 12 blessés. Parmi les équipes en charge de sécuriser le parc national, les faits se sont produits lors d'une embuscade dans ce parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais l'on note qu'une insurrection djihadiste originaire du Sahel s'étend à certaines parties de l'Afrique occidentale côtière, notamment dans le nord du Bénin. Nous écoutons à ce sujet Oswald Padonou. Il est chercheur à l'École nationale supérieure du Bénin. Il nous explique la menace terroriste dans le pays et il est interrogé par nos confrères de France 24. Je pense qu'on peut continuer à considérer que le Bénin est un pays de stabilité, même si, comme tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le pays est exposé à l'expansion territoriale de la menace terroriste qui part donc du Sahel et qui il est attesté depuis un bon moment maintenant que ces groupes-là cherchent à joindre donc l'océan Atlantique, à avoir un accès sur la mer et donc à faire en sorte de trouver des couloirs à partir donc du nord du Bénin, à partir du nord du Togo, du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on est dans un phénomène d'abord d'expansion territoriale. Il faut aussi considérer qu'il y a tout de même malgré les progrès que le Bénin a fait avec une politique intégrée de gestion des frontières, il y a tout de même quelques vulnérabilités qui font que pendant longtemps, le Bénin, en tout cas dans cette région frontalière avec le Burkina et le Niger notamment, on a longtemps considéré donc, que le Bénin n'était pas une cible des organisations terroristes, mais de plus en plus, avec ce 4e incident, cette 4e attaque d'ampleur, on considère que oui, clairement, le Bénin est une cible pour ces groupes-là et je pense que c'est une donne avec laquelle ça va composer désormais. Toujours sur le continent africain, en Libye, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui se trouve être l'ancien ministre de l'Intérieur est mal accueillie par une frange de la population. Les manifestants réunis vendredi à Tripoli demandent la dissolution du Parlement siégeant à Tobrouk. Nous sommes dans l'est du pays qui a d'ailleurs nommé le Premier ministre en question. Notons que l'actuel Premier ministre, Abdel Adeiba, a à plusieurs reprises réitéré qu'il ne quitterait pas son poste. Deux premiers ministres pourraient se disputer le pouvoir, ce qui pourrait naturellement aggraver les tensions dans le pays. À Tripoli, la capitale libyenne, des manifestants se sont rassemblés vendredi pour contester la nomination d'un nouveau Premier ministre par le Parlement. Les manifestants ont demandé la dissolution du Parlement siégeant à Tobrouk dans l'est du pays, qui a nommé l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga en remplacement Abdulhamid Beiba, actuel Premier ministre qui ne semble pas décidé à céder le pouvoir. Certains militants de la ville de Tripoli et d'autres villes voisines ont accepté de sortir aujourd'hui pour de nombreuses raisons, notamment pour le contournement légal du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil. Cette prise de position est due à l'illégalité de ces lois et à l'illégalité de la présence de ces organes dans le pays. La raison de notre protestation est due au tour que la Chambre des représentants et le Conseil d'État jouent pour prolonger leur séjour. Nous demandons le renversement de ces autorités illégitimes et usurpées. Depuis jeudi, la Libye dispose de 2 premiers ministres rivaux. La décision des législateurs basés à l'Est fait craindre un retour aux divisions dans le pays, toujours en attente d'élections parlementaires et présidentielles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, déjà des tirs qui n'ont pas fait de victimes ont visé le convoi d'Abdelhamid Beiba à Tripoli. Du 9 au 11 février s'est tenu à Brest, en Bretagne, le 5e sommet mondial de l'océan consacré cette année à la protection des océans qui couvre d'ailleurs 70% de la surface de la Terre. À l'occasion de la dernière journée de ce sommet, le président égyptien a mis en avant les efforts de son gouvernement pour préserver la vie marine. À l'occasion de la dernière journée du sommet mondial de l'océan, le président égyptien a mis en avant les efforts de son gouvernement pour préserver la vie marine. Vendredi, Abdel Fattah al-Sisi a évoqué la mise en place d'une législation par l'Égypte pour réglementer certaines de ses activités économiques,
et garantir la durabilité des ressources marines du pays. Dès le début, l'Égypte a mis en place la législation nécessaire pour réglementer ses activités économiques qui sont liées aux mers et aux océans, afin d'assurer la durabilité des ressources marines qui peuvent protéger les mers de toutes les formes de pollution, y compris la pollution par les déchets plastiques. Considéré comme un véritable défi, en particulier pour les pays en développement qui cherchent le soutien technologique nécessaire pour exécuter leur stratégie visant à réduire l'utilisation du plastique qui nuit à l'environnement. Parmi la trentaine de dirigeants politiques présents à ce sommet, la ministre de l'Environnement du Congo a déploré le manque d'actions concrètes au sujet des exploitations de pétrole et de gaz qui détériorent les fonds marins et polluent les eaux des États en développement au profit des États développés. L'Égypte, qui accueillera cette année le prochain sommet annuel de l'ONU sur le climat, appelle au renforcement des efforts internationaux visant à protéger nos mers et nos océans de ces effets afin de préserver sa durabilité et la diversité de sa nature. À ce jour, aucune juridiction ne permet de réguler les activités dans les eaux internationales. Or, des opérations comme la surpêche dépouillent les eaux territoriales africaines sans que les États aient les moyens de la limiter. Au Canada, la Cour supérieure de la province d'Ontario a ordonné vendredi le départ des manifestants anti-mesures sanitaires Covid qui paralysent depuis plusieurs jours le pont Ambassador, un axe frontalier majeur avec les États-Unis d'Amérique. Et justement, le président américain Joe Biden a exhorté le Premier ministre canadien Justin Trudeau à réagir pour mettre fin à cette situation. Ce pont reliant les États-Unis et le Canada est bloqué depuis plusieurs jours par des manifestants anti-restrictions sanitaires. La Cour supérieure de l'Ontario a fini par ordonner vendredi le départ de ces protestataires. Plus de 25% des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada empruntent cet axe routier. Joe Biden en personne a demandé au Premier ministre canadien de réagir. Je veux que les choses soient très claires. Les blocages illégaux qui cherchent à prendre nos quartiers et notre économie en otage et la fatigue collective du Covid à laquelle nous sommes confrontés sont deux choses bien distinctes. Si vous avez rejoint les manifestations à cause du Covid, vous devez maintenant comprendre que vous enfreignez des lois. Les conséquences vont devenir de plus en plus sévères. Le Premier ministre de l'Ontario a décrété l'état d'urgence, assurant prendre toutes les mesures nécessaires pour la réouverture de la frontière et débloquer la capitale Ottawa, où se concentre le mouvement initié par des chauffeurs routiers excédés par les mesures sanitaires. Jusqu'à présent, les autorités avaient évité d'envoyer des forces de l'ordre pour déloger les manifestants, donnant une impression de fébrilité du pouvoir, ce qui a valu à Justin Trudeau d'être très critiqué par l'opposition. Le mouvement est contagieux, inspiré des camionneurs canadiens anti-restriction Covid. Le convoi des libertés a fait son arrivée à Paris ce samedi matin. Le mouvement a été accueilli par un dispositif de la police française. Ce sont des centaines de véhicules venus de toute la France qui ont pour objectif de paralyser le pays. Les détails. Le convoi des libertés est arrivé à Paris samedi matin et accueilli par les forces de l'ordre sur le périphérique. Ce mouvement anti-restriction sanitaire est né sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et a pour objectif de bloquer la capitale française ce samedi avec des centaines de véhicules venus de toute la France. Un mouvement qui s'inspire de la mobilisation des camionneurs canadiens. Face à eux, un important dispositif a été mis en place, notamment des véhicules blindés, une première depuis les manifestations de Gilets jaunes fin 2018. La préfecture de police, qui a interdit ce rassemblement de voitures, a prévu de mobiliser des dizaines de véhicules de remorquage en cas de blocus. À la mi-journée, 283 verbalisations avaient été adressées. Un mouvement similaire s'est organisé aux Pays-Bas avec le blocage samedi de l'accès au Parlement à La Haye. Ici aussi, les manifestants réclament la fin des restrictions sanitaires. Et nous restons toujours sur le continent américain pour parler religion. Nous sommes en Haïti. Les enlèvements prolifèrent sur l'île et les chrétiens protestants sont particulièrement touchés. Mercredi 9 février, c'est le pasteur Pierre Quito de l'église du centre chrétien de Bellevue, la montagne à Pétionville, qui a été enlevé. Des individus armés ont débarqué à son domicile et l'ont embarqué de force. Le 6 février dernier, c'était le pasteur Romy Lochar qui avait été kidnappé alors qu'il se rendait
tête à l'Église. L'Office de la protection de la citoyenneté et du citoyen, OPC, s'inquiète de la situation. L'organisme exige la libération de toutes les personnes kidnappées en Haïti. Il demande aussi à la police nationale haïtienne d'envisager de nouvelles stratégies dans le but de freiner ce phénomène. Et c'est ici que chute ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et Dieu vous bénisse.